Je vais commencer tout simplement ce webinaire par vous présenter les différents intervenants pendant que les personnes continuent d'arriver. Donc, c'est un webinaire à plusieurs voix pour cette fin d'après-midi. On est 4 ici. Donc, on a déjà Patrick Binisti. Bonjour Patrick, enfin rebonjour Patrick. Je te présente rapidement, même si tu auras peut-être l'occasion de parler plus en détail de ce que tu fais tout à l'heure et de qui tu es, mais tu es référent local du réseau ATP Friendly à l'UPEC, donc l'Université Paris-Est Créteil. Tu es également référent handicap coordinateur de l'UPEC, donc tu travailles à la mise en place de la politique handicap de l'université. Et tu es également, ça c'est important, créateur et directeur du Master MEF à l'INSPE, donc avec spécialité autisme et scolarisation. Donc, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Je présente aussi 2 autres intervenantes, donc Jeanne Perrier et moi-même, Jeanne Boisselier. On est toutes les 2 chercheuses au laboratoire interdisciplinaire sur le doctorat de Haddock Talent Management. C'est pareil, on reviendra sur les détails tout à l'heure. Donc, Jeanne Perrier est chercheuse en sciences politiques et moi en psychologie sociale et psychologie du travail. Et on est aussi accompagné de Floriane Grolot qui va gérer les aspects techniques de ce webinaire, donc les questions dans le chat notamment, et puis voilà les différents aspects techniques qui pourraient survenir. Alors, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus nombreux, donc je peux présenter l'organisation générale du webinaire et vous faire 1 ou 2 petites précisions. Alors, on l'a organisé en 3 parties. Une première partie, on va vous présenter les objectifs et les résultats d'une recherche qu'on a menée au laboratoire interdisciplinaire sur le doctorat qui porte sur le doctorat et la situation de handicap pendant le doctorat. Ça sera dans une première partie. Dans une seconde partie, Patrick nous fera le plaisir de nous présenter le réseau ATP Friendly, ce qu'on avait trouvé particulièrement intéressant à aborder dans le cadre de ce webinaire. Et enfin, on aura un temps de questions-réponses. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'au fur et à mesure de nos présentations successives, si vous avez des questions ou besoin de précision, de les mettre dans le chat. Comme ça, nous, on peut relever au fur et à mesure et puis on peut s'occuper de tout rassembler les questions à la fin. Juste 2 précisions avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous avez, donc, de manière générale, 2 petites précisions. Vous pourrez entendre peut-être des exemples concrets qui vont illustrer nos propos, qui peuvent éventuellement faire écho à des situations que vous avez pu observer dans votre carrière, éventuellement dans votre parcours personnel. Donc ça, c'est la première précision qu'on voulait vous faire, ça peut arriver. Deuxièmement, juste une précision de vocabulaire. Ça nous semblait important de le dire parce que pour celles et ceux d'entre vous qui s'intéressent de près ou de loin à la thématique du handicap, vous savez qu'il y a des choix de vocabulaire différents en fonction de ce qu'on souhaite souligner dans notre discours. Donc, on peut choisir par exemple de dire personne handicapée ou personne en situation de handicap en fonction de là où on veut mettre l'accent et en fonction de différents points de vue. Et dans le cadre de ce webinaire aujourd'hui, nous, on va tout simplement parler de personnes en situation de handicap. On va parler de situation de handicap. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que toutes nos interventions portent sur le contexte de l'ESR, donc de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur l'accompagnement institutionnel et qu'on est toujours dans une perspective contextualisée. Voilà pour les premières précisions. Dans ce cas, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet et je vais laisser la parole à Jeanne. Merci Jeanne, du coup, et bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous voir aussi nombreux pour ce webinaire. Donc, pour introduire et pour contextualiser ce dont on va parler dans la prochaine heure, il nous a semblé important de rappeler quelques chiffres et de poser assez rapidement le contexte aussi légal et politique de l'accompagnement du handicap dans l'enseignement supérieur. Donc, tout d'abord, une précision assez importante sur les chiffres qu'on va vous présenter. Il y a peu de chiffres qui sont disponibles et donc nous avons fait le choix ici d'utiliser sur cette présentation les statistiques qui sont fournies par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, qui sont certes imparfaites, mais qui vont quand même permettre d'avoir un aperçu. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser en particulier aux 2 catégories qui sont présentées ici, c'est-à-dire les étudiants et les étudiantes en situation de handicap, ainsi que les doctorants et les doctorantes en situation de handicap. Donc, pour les premiers, en ce qui concerne les étudiants et étudiantes du cycle licence-master,
et doctorat. Donc, à la rentrée 2021-2022, ils représentaient 2,2% du total de la population étudiante et 89% parmi ces 2,2%, donc à peu près 51 000 personnes, étaient inscrites dans des universités. Et on note d'ores et déjà une très faible part, donc de 0,7%, qui sont comptabilisés parmi les étudiants et étudiantes en doctorat. Donc là, il faut faire un peu attention et on reviendra justement sur cette complexité pour le doctorat. C'est que ce chiffre de 0,7% ne comptabilise pas celles et ceux qui bénéficient d'un contrat doctoral et notamment d'un contrat doctoral fléché handicap, parce que ceux qui bénéficient de ce type de financement sont comptabilisés en fait comme personnel de l'université. Et cela représente environ, depuis 2011, 293 contrats qui ont été attribués. Et on considère donc actuellement inscrits, c'est-à-dire environ depuis la rentrée 2020, environ 121 doctorants et doctorantes en situation de handicap qui réalisent actuellement leur doctorat avec un financement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc pourquoi je rappelais au début que les chiffres étaient sans doute imparfaits? C'est parce que cette comptabilité, elle dépend en large partie de la déclaration de la situation de handicap auprès des établissements et donc ici des universités. Donc, on peut faire l'hypothèse qu'il y a quand même une sous-estimation du nombre d'étudiants et d'étudiantes en situation de handicap, mais ça permet au moins d'avoir un aperçu général. Et je ne détaillerai pas ici la comptabilité qui a été faite à partir des catégorisations de handicap, parce qu'il y a plusieurs travaux ethnographiques, notamment sur le travail des agents et des agentes des services handicap dans les universités, qui font acte en fait d'une utilisation assez massive de la catégorie autres handicap, au vu justement de la complexité à catégoriser les situations qu'ils et elles rencontrent en fait au quotidien lors de l'accueil et de la prise en charge de ces personnes. Également, assez rapidement, il nous semblait quand même important de mentionner le contexte légal ou politique, disons, qui a initié certains changements et certaines politiques dites d'inclusion dans les universités, notamment la loi de 2005, qui avait comme principe phare celui de non-discrimination, et ensuite une charte de 2007, Université Handicap, puis 2012, qui donnait des recommandations sur la mise en place de politiques d'inclusion dans le cadre de l'autonomie des universités. Donc, on souligne aussi que ce sont des recommandations uniquement dans ce cas-là, et comme nous le verrons, justement, ça a un impact sur l'organisation des services et la diversité, en fait, des moyens mis en œuvre sur le terrain. Donc, cette brève introduction, elle nous permet de souligner en particulier le flou qu'il y a autour des doctorants et des doctorantes avec ce double statut qu'on vient de voir et qui nous a semblé mériter une attention particulière et qui est donc l'objet de la première présentation que Jeanne va commencer. Alors, par rapport à cette première présentation, donc, je vais vous présenter une recherche qu'on a menée, donc Jeanne Perrier et moi, qu'on a intitulée « Être doctorant en situation de handicap, analyse des expériences et des accompagnements de la diversité », donc centrée sur le doctorat et la situation de handicap. Avant de présenter en détail cette recherche, je vais juste faire un point sur qui on est et d'où on parle, ce qui va vous permettre aussi de comprendre ce qui a motivé et généré cette recherche-là. Donc, à la base, nous, on est deux chercheuses de Haddock Talent Management, qui est une société qui est spécialisée sur le doctorat de manière générale. Donc, on s'intéresse aux docteurs, à la valorisation de leur expérience sur le marché de l'emploi, par exemple, via une activité de recrutement, une activité de formation et également une activité de recherche. Dans le cadre de cette activité de recherche, nous, on travaille plus spécifiquement au laboratoire interdisciplinaire sur le doctorat, qui est donc un laboratoire entièrement dédié au doctorat avec des chercheurs de plusieurs disciplines. Et vous avez là un aperçu des thématiques de recherche qu'on peut aborder, par exemple les politiques publiques liées au doctorat, les demandes professionnelles dans le cadre du doctorat et après, l'encadrement, etc., etc. Et dans ce cadre-là, donc nous, on a considéré que c'était important de s'intéresser aux doctorants en situation de handicap. C'est une population qui est ciblée par les études qu'on mène, mais qui retient finalement assez peu l'attention et dans la littérature scientifique et dans les discussions autour du doctorat de manière générale. Donc, on a un peu une sorte d'angle mort ou de sujet qui n'est pas assez, en tout cas, abordé ici. Voilà les raisons pour lesquelles on a initié le projet de recherche à la base. Alors, maintenant, je vais justement vous parler de ce projet de recherche. Le projet de recherche en tant que tel.
Si je rentre un peu plus dans les détails de la recherche, il y a quelques éléments dans la littérature scientifique qui ont retenu notre attention et sur lesquels on a bâti cette recherche. Donc, des éléments qui vont concerner le doctorat et des éléments qui concernent le handicap. Vous verrez qu'il y a assez peu d'éléments dans la littérature qui concernent les deux à la fois. C'est aussi la raison d'être de notre projet. En ce qui concerne le doctorat, il y a pas mal de choses à dire sur le doctorat. Si on a créé, s'il y a un laboratoire entièrement dédié, c'est qu'il y a pas mal de situations ou d'éléments qui peuvent être explorés. Mais en tout cas, ce qu'on a retenu, nous, pour cette recherche, c'est ce que vous disait Jeanne en introduction, c'est justement cette situation de double statut entre étudiants, parce qu'il y a bien un statut étudiant du doctorat, mais c'est également jeune chercheur, puisque la plupart du temps, il y a un contrat de travail et éventuellement un financement. Donc voilà, il y a quelque chose qui est un peu duel ici dans le doctorat. Et pourquoi ça nous intéresse ici? Parce que c'est surtout parce que c'est placé dans une espèce d'angle mort scientifique où on a des recherches sur le handicap à l'université, sur les personnels et sur les chercheurs, et on a des recherches sur le handicap à l'université dans le cas des étudiants. Mais en tout cas, les doctorants, pour le coup, on n'a pas grand-chose. Autre élément qui concerne le doctorat et qui avait attiré notre attention, c'est le contexte, on va dire, du doctorat qui est quand même caractérisé par une charge de travail assez élevée, avec des exigences assez élevées également, des pressions parfois et de forts enjeux, notamment en termes de performance, mais aussi en termes de poursuite de carrière, etc. La question qu'on s'est posée, c'est comment ça se passe dans ce contexte-là pour des personnes qui, éventuellement, peuvent avoir des besoins différents ou supplémentaires ou des spécificités par rapport à d'autres doctorants. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe ici? Le deuxième pilier sur lequel on a bâti la recherche, c'est les recherches sur le handicap. Donc là, c'est pareil, il y a énormément de choses à dire. On s'est appuyé sur 3 aspects que vous avez ici, donc le validisme, la visibilité et le concept de disclosure. Donc, le validisme, juste je reviens sur ce que c'est tout simplement partir du principe que tout le monde est valide et que l'environnement, donc l'environnement qui soit physique, matériel, social, structurel, est construit par et pour les personnes valides sans prise en compte des spécificités de chacun, donc spécificités qui peuvent être physiques, motrices, sensorielles, neurodéveloppementales, etc. Donc, au niveau du validisme, donc de cette norme par défaut, on a des travaux sur le validisme dans le monde académique, avec des conséquences pour les chercheurs, pour les étudiants, et un peu pour les doctorants aussi, puisque les rares travaux qu'on a en font état. Et on a notamment des récits de chercheurs qui rendent compte, par exemple, d'expériences de discrimination, de microagressions, etc. Donc, ce n'est pas forcément propre au monde académique, ça dépasse largement le monde académique, mais en tout cas, ça existe et c'est présent dans le secteur académique. Autre élément sur lequel on s'est basé, c'est la question de la visibilité et de l'invisibilité du handicap, parce que finalement, la majorité des handicaps sont invisibles. Donc, 80%, c'est le chiffre qu'on emploie souvent et qui a été confirmé par le dernier baromètre AGFIP-IFOP. Invisible, c'est tout simplement qu'il n'est pas notable immédiatement par un observateur extérieur. Et pourquoi on s'est posé cette question-là? Parce que tout simplement, l'invisibilité d'un handicap mène à la question de la disclosure. Donc, désolé pour le terme anglais, c'est juste qu'on n'est pas satisfaite des traductions en français. Mais donc, on a décidé de garder le terme anglais, mais ça pourrait se traduire en substance par dévoilement, révélation, déclaration publique, etc. C'est quoi? C'est tout simplement quand on a un handicap invisible, c'est le choix et le moment où la personne décide de signaler sa situation de handicap avec plusieurs enjeux qui sont soulevés ici. Par exemple, est-ce que si j'en parle, ça ne va pas activer des stéréotypes négatifs chez mon interlocuteur? Est-ce que je ne vais pas être forcée d'exposer une certaine intimité de ma situation, de mes besoins en santé, par exemple? Ça pourrait être ça. Mais en même temps, ne pas parler, ça veut dire potentiellement ne pas bénéficier d'aménagements qui pourraient être facilitants et aidants au quotidien. Donc voilà, il y a ce dilemme-là de la disclosure. Juste un aparté vous avez un petit encadré là sur la diapo sur le contrat doctoral handicap pour vous signaler que ça existe et aussi parce qu'on y reviendra rapidement tout à l'heure. Alors, je vois quel est le nom que vous venez d'utiliser, c'est la disclosure peut-être? Je dis ça puis vous reviendrez à la fin si ce n'était pas la bonne réponse. Le contrat doctoral handicap, c'est un financement pour le doctorat, c'est ça,
qui est dédié aux personnes qui ont une RQTH. Donc, il y en a à peu près 30 par an. Il y a plus de demandes que de financement. Mais voilà, c'est quelque chose qui existe et qui est mis en place par le MESRI et qui est quand même assez intéressant. Alors, au vu des éléments théoriques que je vous ai présentés ici, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a formulé des questions de recherche. On est dans une étude qui est clairement exploratoire, en raison du peu de données qu'on avait, et parce que c'est aussi les prémices de ce qu'on espère être un grand nombre de recherches derrière. Les questions sur lesquelles on s'est appuyé, c'est déjà 1, comment se déroule le doctorat pour les personnes en situation de handicap, et 2, comment ces doctorants et les doctorantes les doctorants et les doctorantes sont accompagnés par l'institution dans leur quotidien de travail. Donc ça, c'est les questions qui ont un peu, même totalement jalonné notre recherche. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait donc une étude par entretien. Alors, je vais vous présenter un peu concrètement comment on s'y est pris. Donc, on a fait un appel à participation en ligne via des mail lists, des appels via les réseaux sociaux, etc. On a sélectionné des personnes qui étaient actuellement en doctorat et qui avaient une reconnaissance administrative du handicap. Là, c'est, on va dire, une sorte de limite de notre étude, c'est qu'on a choisi d'avoir des personnes qui avaient une reconnaissance administrative du handicap pour pouvoir les interroger et étudier les aménagements dont ils et elles pouvaient bénéficier. Maintenant, on sait que tout le monde n'a pas une reconnaissance administrative du handicap. Donc, peut-être dans un second temps, ça serait pas mal d'aller voir les cas d'autres personnes. On a fait des entretiens d'à peu près 1 heure avec ces personnes-là. Et pendant les entretiens, on abordait 3 grandes thématiques. Déjà, l'axe 1, donc le vécu du doctorat avec un handicap, voilà, de manière très générale, les impacts sur le travail, les relations, le vécu de la situation, etc. L'axe 2, c'était les aménagements et les accompagnements dont ils bénéficient. Est-ce qu'ils en bénéficient, oui ou non, et quel est leur degré de satisfaction, est-ce que ça convient, etc. Et le 3e axe, c'était les interlocuteurs. Qui sont leurs interlocuteurs et comment se passe la communication? Donc en termes de fréquence, mais également de qualité de la communication, de satisfaction vis-à-vis de cette communication-là. Alors avant de vous présenter les résultats en tant que tels, je fais juste un point sur qui étaient les participants. Tout simplement, c'était 24 doctorants et doctorantes en situation de handicap qui représentaient plusieurs disciplines, alors principalement des sciences humaines et sociales pour le coup, mais aussi des sciences plutôt ingénierie, sciences appliquées et puis sciences biologie, biochimie, sciences de la vie. On va dire 8 personnes sur nos 24 participants n'avaient pas de contrat pour faire leur doctorat. Les autres avaient un contrat soit fléché handicap du MESRI, soit fléché handicap de l'établissement, soit non fléché handicap. Et en termes des situations individuelles, donc on a demandé aux participants de catégoriser est-ce qu'ils considèrent que leur handicap est visible ou invisible. Donc vous voyez qu'on a 11 handicaps considérés comme visibles, donc immédiatement notifiables par un observateur extérieur, et 13 handicaps invisibles. Et au niveau des handicaps, voilà, c'était assez varié puisque ça allait des handicaps sensoriels, type déficience visuelle ou auditive, donc malvoyant, non-voyant, malentendant, etc., aux handicaps neurodéveloppementaux psychiques avec des troubles du spectre de l'autisme, par exemple, en passant par des handicaps moteurs comme des paralysies partielles, etc. Au niveau des analyses, donc je vais laisser la parole à Jeanne, mais juste une petite précision, on a mené cette analyse en 2 temps. On a d'abord commencé par une analyse de contenu thématique pour voir ce qui ressortait des entretiens au niveau thématique, au niveau des réponses aux questions qu'on se posait. Et on a ensuite complété cette première analyse avec une analyse quantitative lexicométrique pour essayer d'aller plus loin dans la compréhension des entretiens et voir s'il y a des différences entre participants selon la situation. Et voilà pour cette méthode de recherche et vous allez pouvoir maintenant découvrir quels résultats ont émergé. Donc maintenant, moi, je vais vous présenter les résultats de cette analyse thématique, les résultats qui s'organisent donc en 3 axes et qui suivent en fait la trame de nos entretiens que Jeanne vous a présentés. Et ensuite, on va aborder les résultats complémentaires qui ont émergé de cette première phase d'analyse. Donc tout d'abord, le constat général qu'on a fait, c'est qu'il existe de grandes disparités entre les participants, mais non pas forcément dans le vécu du doctorat, mais en fait plutôt dans la réponse institutionnelle qui est apportée à ces différentes situations.
Et on va préciser du coup un petit peu tout ça à travers les résultats qu'on a obtenus. Donc, tout d'abord, sur le vécu du doctorat en étant en situation de handicap, il est impacté sur différents aspects. Il y a plusieurs participants qui évoquent notamment une charge mentale assez importante en termes d'anticipation et de stress supplémentaire. Donc, anticiper, en fait, c'est revenu assez régulièrement, à la fois en termes d'anticipation des besoins matériels, par exemple pour des déplacements, pour donner des cours dans certaines salles, dans certains lieux, mais également en termes d'anticipation, on va dire, plus psychologique face à un événement qui va demander un effort d'adaptation sociale. Par exemple, le fait de se joindre à une conférence pour un doctorant autiste pour qui le bruit, les multiples interactions sociales requièrent un effort particulièrement intense. Et donc, ça va lui demander en fait d'anticiper ce genre de situation pour mieux s'y préparer. Un autre aspect qui est en lien avec le vécu est aussi la difficulté à distinguer les conséquences sur le doctorat qui relèvent du handicap directement, on va dire, en lui-même, et ceux qui relèvent des faits, disons, plutôt indirects, qui sont liés, par exemple, à la médication ou justement à une adaptation d'une manière de fonctionner hors de leur repère et qui va créer, par exemple, une fatigue intense ou plus de douleur ou des pertes de mémoire qui seraient liées à certains traitements. Donc, ces conséquences du handicap qui sont, on va dire, à la fois indirectes et directes, elles entraînent pour la plupart des comportements de compensation pour essayer de, entre guillemets, rattraper un temps qui serait passé à s'occuper de sa santé, à aller à des rendez-vous médicaux ou à compenser des journées de travail qui sont parfois moins longues que ce qui est perçu comme étant la norme chez les autres doctorants, et on est plutôt sur une norme assez élevée au niveau de la charge de travail quotidienne. Et enfin, les impacts se font également ressentir sur les relations avec les collègues de travail. Là, on note que 11 participants et participantes sur les 24 évoquent n'avoir que peu ou pas de contact avec leurs collègues, que ce soit des enseignants-chercheurs ou même des doctorants. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'il y a de mauvaises relations ou que ça soit lié ou que ça soit dû en fait à de mauvaises relations et donc qu'ils se soient isolés, mais c'est plutôt d'autres facteurs qui vont entrer en jeu, qui sont liés à la situation de handicap et qui vont réduire leur temps ou les possibilités de socialisation. Et il y a aussi l'éloignement géographique qui est assez commun et qui est également un facteur explicatif assez important dans ces impacts relationnels. Ces premiers résultats, donc, ils nous informent sur les aspects notoires du vécu du doctorat, et on s'est ensuite intéressé aux possibilités d'aménagement qui pourraient justement contribuer à améliorer cette expérience doctorale pour les doctorants en situation de handicap. Donc, concernant les aménagements et les accompagnements, comme on le disait en introduction des résultats, le constat général, c'est qu'il y a une énorme diversité des réponses institutionnelles. On observe une grande disparité dans les possibilités d'aménagement, avec certains qui bénéficient d'aménagements matériels par l'université, certains qui bénéficient par exemple d'une flexibilité horaire officiellement reconnue, tandis que quand même la moitié, même un peu plus que la moitié, déclarent n'avoir rien demandé ou n'avoir rien obtenu. Et là encore, il y a différents facteurs qui expliquent les refus. Parfois, il s'agit de contraintes matérielles qui sont liées au bâtiment, au manque d'espace aussi. Et parfois, il s'agit également d'un refus qui est lié en fait à une incompréhension de la situation de la personne et de son handicap. On a quelques témoignages qui vont dans ce sens, où on a par exemple signifié à une personne autiste un refus de l'administration de lui accorder une flexibilité de ses horaires, en arguant en fait que la socialisation est un aspect important du doctorat. Et en fait, ce genre de réponse, on voit bien que ça montre une problématique concernant la compréhension même du handicap de la personne. Et en fait, c'est les choses qui, justement, sont nécessaires à un meilleur vécu pour elle du doctorat. Au-delà des refus, il y a également les aménagements partiels qui sont présents, mais qui en fait ne permettent pas à la personne d'accéder pleinement à un service ou de donner un cours dans des conditions correctes. Et de plus, avant même en fait d'accéder aux aménagements, les doctorants soulignent aussi la complexité de l'accessibilité de ces procédures qui vont en décourager certains. Et ce qui va entraîner la mise en place d'aménagements informels, l'entraide avec des pairs, donc avec d'autres doctorants, mais également beaucoup de participants qui ont mentionné l'aide de proches.
et qui peuvent aussi amener à des situations de gêne ou de malaise lorsqu'il faut solliciter régulièrement ces mêmes personnes pour avoir de l'aide pour compenser en fait ces situations-là. Donc, la question de la complexité des aménagements, elle est aussi enchevêtrée dans notre troisième axe, qui est celui de la communication et de l'identification des interlocuteurs. Parce que on le voit, plus de la moitié des participants n'ont que peu ou pas de relation avec la mission handicap de leur université, parce qu'ils n'ont pas réussi à les identifier ou parce que aussi le premier contact ne s'est pas très bien passé et donc a découragé en fait une nouvelle sollicitation de leur part. Et on remarque aussi que l'identification des bons interlocuteurs est généralement facilitée lorsqu'il y a eu un parcours licence, master, doctorat au sein d'une même université et donc la personne a eu affaire à ces services-là au cours de son parcours précédemment. Et un point important, c'est que la communication et la confiance en les interlocuteurs est assez primordiale puisque parfois ça joue aussi sur la décision de révéler ou de dévoiler, dans ce que Jeanne disait qu'on avait gardé sous le nom de disclosure, donc de révéler ce handicap. Et donc là, on voit qu'il y a aussi une différence sur cette disclosure, cette révélation qui sera induite par la situation, soit parce que le handicap est visible, ou soit parce qu'il y a eu un événement spécifique qui a fait que le doctorant ou la doctorante s'est retrouvé un petit peu dans une position où il était obligé finalement de révéler à son encadrant ou à son encadrante cette situation particulière. Et donc là, on est sur 15 personnes sur 24, ce qui est quand même assez important. Et pour ce qui a été cette révélation, cette disclosure qui a été initiée par la personne elle-même, on est seulement sur 8 cas sur les 24, avec une majorité de personnes qui disent avoir des handicaps invisibles et notamment aussi quand même 5 personnes parmi ces 8 qui en fait ont révélé partiellement, c'est-à-dire uniquement à certains interlocuteurs et pas à d'autres. Et il est important de garder en tête que ces difficultés dans l'accès aux aménagements, dans l'identification des interlocuteurs, c'est également par rapport à ces questions de révélation, de disclosure, qui ont des conséquences même sur les personnes pour qui l'expérience est plutôt bonne. C'est-à-dire qu'on a par exemple une participante qui a obtenu plusieurs aménagements et qui s'estimait assez satisfaite finalement de son environnement de travail et qui expliquait pourtant ne pas oser, entre guillemets, je reprends ces mots, trop demander, comme elle le formule, ou plutôt, en fait, ne pas demander tout ce qu'elle pourrait avoir droit par peur du regard des autres et des conséquences que ça pourrait avoir, notamment sur sa carrière, si elle venait un peu à être étiquetée comme celle qui râle ou celle qui demande sans cesse des choses. Donc ça, ce sont des résultats complémentaires qui ressortent de cette analyse et qui m'amènent notamment à parler de cette position de posture de demandeur qui a souvent été soulignée par les personnes interrogées et qui, en plus d'être fatigante, elle demande aussi à ces personnes beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est pas une posture confortable et ça suppose également de devoir en fait expliciter de multiples fois leur situation, que tous n'ont pas envie ou n'ont plus envie d'avoir à faire, mais aussi d'imaginer des solutions ou même de connaître à l'avance la solution qui serait adaptée en plus de la demander, alors même que souvent, ils et elles ne savent pas en fait ce qui est possible pour l'université de proposer. Donc, c'est à la fois quelque chose de très chronophage, mais aussi qui peut amener à certains quiproquos à propos des solutions qui pourraient être envisagées. On parlait aussi de la peur du regard sur l'anticipation de la carrière. Et ce qui est revenu également pour celles et ceux qui envisagent des carrières académiques, c'est la crainte qui est liée à l'hypermobilité qui est requise pour ces carrières universitaires. Et pour certains, en fait, que ce soit lié à un handicap moteur, physique ou non, envisager un post-doc, donc c'est-à-dire quelque chose de court terme à l'étranger ou même à l'autre bout de la France, c'est impossible. Lié à leur situation de handicap et à des besoins particuliers. Et donc, ça rejoint assez fortement les recherches sur la question de l'accessibilité des carrières académiques. Et on note aussi quand même quelques aspects, on va dire plutôt intéressants, mais de manière positive sur le contexte académique. C'est que cette diversité au niveau des profils de doctorants et doctorantes, ça a quand même un impact sur la diversité aussi des sujets qui sont étudiés en recherche, avec notamment 13 doctorants et doctorantes qui déclarent que leur handicap a influencé leur sujet de recherche, soit concrètement sur donc, le sujet en lui-même ou sur la façon de faire la recherche. Et également, plusieurs qui ont souligné que le contexte doctoral, le travail de recherche en lui-même permettait une flexibilité qui, en fait, a priori,
pouvaient être perçus comme mieux adaptés que d'autres contextes professionnels. Et pour terminer sur ces résultats complémentaires, on a également voulu questionner les participants sur le coût de participation à notre recherche, parce que pour certains, ça a demandé une modification de leur routine et de leur organisation, qui a pu également se répercuter sur leurs proches aidants. Et en fait, cette réflexion, elle nous pousse aussi, nous, en tant que chercheuses, à se questionner sur comment inclure et avoir une recherche un peu plus inclusive pour favoriser la participation de tous à la recherche, et donc à être consciente que cette participation peut être coûteuse et qu'il faut réfléchir à des solutions pour anticiper et pour reconnaître aussi cet aspect-là. Donc, sur la deuxième partie des analyses, on a réalisé une analyse lexicométrique qui a été faite avec le logiciel Iramutech pour analyser le discours des 24 entretiens qui ont été réalisés et voir s'il y avait certaines thématiques qui ressortaient. Et ensuite, on a voulu les croiser avec certaines variables, donc les variables étant des caractéristiques ou des situations des participants, par exemple, s'ils ont un financement ou pas, s'ils ont des aménagements ou non, et de voir si elles étaient associées donc à certaines de ces thématiques. Pour l'analyse de discours, le logiciel a ressorti 5 catégories qu'on a simplifiées ici en 4 et auxquelles on a attribué des labels qui sont fondés sur les mots regroupés dans ces catégories. Donc, on a la thématique du parcours académique, ensuite de l'accompagnement institutionnel, du positionnement individuel et des ressentis, et de la vie quotidienne. Donc, pour vous donner un exemple, en fait, de ce pourquoi c'était assez utile, mais on ne rentrera pas forcément dans le détail ici. En gros, l'association avec les variables, c'était pour voir quel profil de doctorant ressort dans chacune de ces thématiques. Et donc, pour prendre un exemple, on a dans la thématique de l'accompagnement institutionnel, il y a des variables qui sont associées. Donc, ça veut dire que ceux chez qui on retrouve le plus souvent les mots associés à cette catégorie sont des personnes bénéficiant d'un contrat handicap qui disposent d'aménagements et qui ont un handicap qu'ils considèrent comme visible. Donc, si vous voulez, on pourra revenir un petit peu sur cette analyse, mais le but ici, c'était pas forcément de surinterpréter ou de faire des liens un petit peu farfelus entre certaines choses, mais plutôt en fait de confirmer que déjà les variables qu'on avait identifiées en amont de cette analyse lexicométrique étaient pertinentes, donc notamment la question du financement, des aménagements ou non, du type de handicap, du lieu de travail aussi, et que les premiers résultats thématiques associés se rapprochent de ces groupes qui sortent de cette analyse et donc sont assez pertinents. Et deuxièmement, ça permettait aussi de confirmer l'importance d'explorer plus amplement certaines variables pour de futures recherches et notamment en s'intéressant plus en détail aux expériences qui sont liées aux différents handicaps, aux liens entre les financements, les types de handicap, l'accès aux aménagements. Et tout ça, ce sont des thèmes qu'on a abordés, mais qui nécessiteraient d'être un peu plus discutés avec sans doute justement quelques critères supplémentaires dans la sélection des profils des enquêtés, notamment une sélection un petit peu plus fine pour répondre à ces besoins. Donc, en conclusion, on note donc cette grande disparité entre les participants sur la réponse institutionnelle, également une importance de la réponse institutionnelle qui a été donnée sur le vécu du doctorat. Donc, cette question-là était assez centrale dans notre recherche. Avec des différences qui semblent émerger selon la situation des participants et des participantes qui restent à creuser, et puis des liens qui sont faits aussi avec les conséquences ensuite sur la poursuite de carrière des doctorants et des doctorantes en situation de handicap. Et c'est aussi ça toute cette question centrale de l'accompagnement institutionnel qui nous pousse dans un deuxième volet de cette recherche qu'on aimerait conduire prochainement. Ça serait d'étudier en fait le point de vue des institutions, donc des universités, des référents handicap dans ces universités et d'autres acteurs, et aussi du ministère, sur cette question de l'accompagnement du doctorat pour les personnes en situation de handicap. Voilà, donc s'il y a des questions qui vous sont venues ou si vous voulez des précisions sur la recherche, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et puis on reviendra dessus avec plaisir tout à l'heure. Et pour le moment, donc pour la suite, il nous semblait assez judicieux, on a un peu réfléchi à la question, mais pour ce webinaire, d'avoir quand même plus d'informations maintenant sur ce qui peut être fait en termes d'accompagnement, je dirais, quotidien de la situation de handicap dans l'ESR, donc pas forcément uniquement en doctorat, mais également en licence et en master, et c'est pourquoi on avait proposé à Patrick de se joindre à nous. Et donc, on vous propose d'entendre Patrick nous parler justement de son activité et notamment de ATP Friendly, ce qui nous semblait quand même
prendre en compte et répondre à des questions qui, pour nous, qui étaient survenues dans le cadre de cette recherche-là. Donc, je vais laisser la main à Patrick pour ATP Friendly. Très bien. Donc, je réitère mes remerciements à Doc Talent Management et bien évidemment à Jeanne et à Jeanne, voilà, pour m'avoir sollicité. Vraiment un travail passionnant, un travail très, très intéressant qui permet d'objectiver réellement la situation des étudiants doctorants en situation de handicap. Donc, c'est vraiment un beau travail. Je vous remercie pour ça. Donc, je vais vous présenter en effet donc, le projet ATP Friendly. D'abord, donc, je vais peut-être, avant tout, peut-être citer l'initiateur et le coordinateur donc, national de ce projet, qui est Bertrand Montubert, et donc sa collaboratrice qui dynamise aussi de façon très efficace et très vivante donc l'ensemble donc des mises en œuvre de ce projet sur le territoire, qui est donc chef de projet, qui est Madame Sophie Lasserre. Alors, ATP Friendly, comme son nom l'indique, c'est donc une bienveillance et un accompagnement donc, pour les étudiants qui présentent donc un fonctionnement cognitif et sensoriel bien atypique. Et donc, il s'agit de leur permettre de s'inscrire à l'université, de suivre leur cursus le mieux possible et de les accompagner également donc, dans leur insertion professionnelle, de telle sorte donc qu'ils puissent réellement donc construire un projet de vie. Alors, ATP Friendly, c'était avant ASPI Friendly. Alors, pourquoi ce changement? Eh bien, on a pris en compte la notion de neurodiversité et donc on a pensé donc qu'il était très intéressant de s'ouvrir à l'ensemble donc des fonctionnements atypiques plutôt que de se limiter aux troubles du spectre autistique. Cette idée, bien évidemment, n'est pas une lubie, elle s'appuie sur des éléments scientifiques qui apparaissent donc à l'écran. En effet, les neurosciences vont de plus en plus vers l'idée que, à l'origine de l'ensemble des troubles neurodéveloppementaux, eh bien finalement, il y aurait les mêmes raisons neurologiques. Et au fur et à mesure que ces neurosciences affinent les connaissances, on s'aperçoit que, eh bien, chez un étudiant présentant un trouble du spectre autistique, on peut finalement voir, rencontrer, découvrir les mêmes difficultés d'adaptation à l'environnement, les mêmes difficultés d'adaptation au cours et à la vie universitaire que chez un élève, un étudiant présentant une dyslexie, dysorthographie ou un étudiant présentant un TDAH. Donc, cette ouverture, vous voyez, n'est pas le fruit, j'insiste, d'une idée romantique, mais bien la prise en compte donc, de l'avancement des recherches en neurosciences. ATP Friendly, c'est comme vous le voyez apparaître sur votre écran, un tiers des établissements universitaires qui se sont engagés. Donc ça, c'est vraiment important. Ça a commencé avec 5 universités il y a plus de 10 ans, et puis une dizaine, et puis une trentaine. Et aujourd'hui, vous voyez, plus de 500 étudiants sont concernés par ce projet. Et surtout, et c'est pour ça que j'ai fait apparaître le logo, eh bien, le programme donc ATP Friendly a été validé par France Université et ce qui est quand même une belle réussite pour l'ensemble de l'équipe et en particulier ses initiateurs, Bertrand Montubert et Sophie Lasserre. Donc, ATP Friendly se veut à l'origine d'une réflexion sur justement la vie des étudiants. La vie des étudiants non pas limitée à la sphère géographique de l'université, mais la vie en général et la vie personnelle de l'étudiant, la prise en compte de ses difficultés pour se rendre à l'université en ce qui concerne les troubles du spectre autistique, mais aussi ATP Friendly s'inquiète, s'intéresse et développe des pratiques pédagogiques qui permettraient à ces étudiants présentant un trouble du spectre, mais aussi ces étudiants TDAH et aussi dyslexiques orthographiques, de pouvoir suivre le plus correctement possible leurs cours. C'est-à-dire, ATP Friendly essaye de promouvoir des pratiques pédagogiques qui seraient adaptées aux besoins cognitifs et sensoriels de ces étudiants. En ce qui concerne
la vie dans une université, c'est-à-dire la mise en œuvre de ce projet national au sein d'une université, eh bien, il existe des équipes qui ont la charge de décliner ce projet national au niveau local, en prenant bien évidemment en compte les contraintes et les caractéristiques de chacune des universités. Donc, on a la possibilité d'organiser une équipe pour pouvoir mettre en œuvre le projet que je viens de vous citer, donc l'amélioration de l'accès de l'enseignement supérieur aux étudiants atypiques, l'accompagnement à l'inclusion et l'insertion sociale et professionnelle. Alors, pour ce faire, eh bien, on va constituer des équipes et ces équipes sont constituées, on va dire, à partir de 3 piliers ou de 3 aspects ou de 3 volets, comme on le voudra. Le premier volet, bien évidemment, est le repérage de ces futurs étudiants au niveau du lycée. Alors pour ce faire, on va essayer de développer les liens avec le rectorat et donc les services d'orientation et d'information des rectorats afin de pouvoir repérer ces lycéens et de les accompagner ainsi que leurs parents dans les démarches de Parcoursup, qui est en fait déjà une introduction à la vie universitaire. Et donc, pour ce faire, on va appeler ces personnes qui vont s'occuper de cet aspect-là des ambassadeurs aval. Et puis, il va y avoir au sein de l'université une personne qui va bien évidemment coordonner le travail de cet ambassadeur aval, mais aussi, bien évidemment, coordonner le travail de l'ambassadeur amont qui, lui, va s'ouvrir vers les entreprises, vers le monde salarial. Et cette personne qui coordonne, qui articule, eh bien, ça va être le référent local. Et comme je viens de le dire, une fois que l'étudiant est arrivé à l'université, une fois qu'on l'a accompagné donc dans cette démarche de Parcoursup, qui est parfois très complexe pour les étudiants et leurs familles, une fois qu'il a réussi donc à s'inscrire sur le plan administratif, une fois qu'il a réussi à s'inscrire sur le plan pédagogique, et là je passe rapidement sur ces différentes inscriptions, mais il faut savoir qu'à chaque fois, ça peut être le parcours du combattant, ça peut être en particulier pour les étudiants présentant un trouble du spectre autistique, des démarches extrêmement complexes, extrêmement angoissantes, parce qu'elles ne sont pas forcément lisibles. Et comme vous le savez, dès qu'une information n'est pas lisible ou dès qu'une information manque de cohérence, eh bien, les étudiants présentant un trouble du spectre sont particulièrement sensibles et donc peuvent déclencher des anxiétés, voire des angoisses qui peuvent complètement les bloquer dans leur démarche. Donc, une fois que ces étapes sont passées, on va assurer donc la vie à l'intérieur de l'université, et là, ça va du ressort du référent local, mais on va aussi commencer à travailler le projet professionnel, et pour certains à partir du Master 2, d'autres à partir de la thèse, et pour ce faire, on va donc réclamer l'intervention de l'ambassadeur amont. Donc, apparaissent, voyez, tous les éléments que je viens de vous donner, donc lien avec les différentes institutions en ce qui concerne le référent local. Vous voyez apparaître aussi les notions de formation et d'information, je reviendrai là-dessus, parce qu'en effet, il y a un rôle très important à jouer au sein de l'université. Et puis, comme vous voyez apparaître, en ce qui concerne l'ambassadeur amont, le travail de l'université vers le monde dans l'emploi. Donc, quels sont les liens à l'UPEC, en tout cas alors, eh bien, d'abord, le référent local, eh c'est moi, donc à l'UPEC. En ce qui concerne mes fonctions, vous les voyez apparaître. Ce sont à la fois mes fonctions, à la fois des buts, à la fois des objectifs. Donc, il s'agit, comme je vous le disais, de transposer les projets nationaux au niveau local. Donc, je passe sur ce que je viens de vous dire. Mais vous voyez que mon but, en fait, c'est d'améliorer le mieux possible le parcours universitaire des étudiants présentant un TSA, mais bien évidemment présentant aussi des dyslexies, des orthographies qui peuvent être aussi parfois très invalidantes en ce qui concerne la prise de cours, la prise de notes, par exemple. Lorsqu'on est dyslexique orthographique, la prise de notes peut être un obstacle, puisqu'il est parfois très difficile de pouvoir se relire, surtout lorsqu'on a une tension en cours, et puis un enjeu de réussite.
Et puis, eh bien, la dyslexie d'orthographie peut être aussi très impactante sur la capacité de relire le cours lorsqu'il est déposé sur une plateforme. Et là, on a des étudiants qui peuvent très facilement décrocher. Mais ce décrochement s'accompagne forcément aussi d'une anxiété qui peut être très importante, voire d'une déprime qui peut aller jusqu'à la dépression. Vous voyez, donc là, je parle en termes, on va dire, un peu techniques, un peu pédagogiques, mais je pense qu'il ne faut absolument pas oublier, et j'aurai peut-être l'occasion de revenir sur cet aspect, l'aspect humain, l'aspect psychologique et l'aspect affectif. Parce que bien évidemment, c'est quand même cet aspect-là qui nous guide et qui guide Atypi Friendly dans ces démarches. Alors, à l'UPEC, j'ai ma collègue Isabelle Litti, qui est coach, et qui intervient en tant qu'ambassadrice amont, et qui m'aide à faire le lien avec le rectorat, mais aussi avec les familles, qui ne se sont pas forcément manifestés auprès du rectorat. Et Jeanne a abordé cet aspect tout à l'heure, lorsqu'elle parlait de visibilité et puis aussi de déclaration, c'est-à-dire qu'il y avait des handicaps, il y avait des personnes qui ne se déclaraient pas comme personnes en situation de handicap. Donc on a là aussi un travail d'accompagnement parfois auprès des familles à faire pour réduire les craintes qu'elles ont à déclarer le handicap de leur enfant. Donc Isabelle Litti s'occupe de cet aspect-là, donc contact avec les proviseurs, avec les parents, avec les lycéens, avec le rectorat. Et donc, comme je vous le disais, ça va nous permettre de préparer, d'accompagner ce lycéen et sa famille dans les démarches d'inscription à l'université. En ce qui concerne le rôle d'ambassadrice aval, nous avons Madame Karine Gros, qui est donc chargée de mission handicap à l'UPEC, et qui, elle, va faire le lien avec les entreprises, mais aussi avec Pôle emploi et Cap emploi, pour préparer l'entrée des étudiants dans le monde du travail. Madame Karine Gros dirige aussi le DIU, référent handicap, entreprise privée, entreprise publique. Donc, vous voyez que nous essayons au sein de l'université, de créer une certaine fluidité grâce à nos fonctions, afin que ces étudiants soient connus, que leur situation soit connue, afin que cette grosse machine que représente l'université ne les broie pas, ne les oublie pas, et les prenne en charge autant que faire se peut. Voilà. Donc on voit bien, vous voyez qu'il y a une sorte de continuum d'Atypi Friendly, la GDC Atypi Friendly, qui va du lycée jusqu'à l'entreprise. Alors, comment ces lycéens et ou ces étudiants qui seraient déjà inscrits à l'université, mais qui n'auraient pas eu connaissance de ce projet, peuvent prendre contact avec nous? Alors, il y a en général deux démarches. La première apparaît, la deuxième, je vous la apparaîtra tout à l'heure. Donc, une fois que la démarche Parcoursup a été faite, vous voyez que la démarche, on va dire officielle, c'est la prise de contact à Atypi Friendly Toulouse, c'est-à-dire que les gens vont écrire, vont contacter le siège en quelque sorte à Toulouse pour signaler une demande d'accompagnement. À ce moment-là, moi je reçois une signification de la part de Toulouse qui me dit, voilà, Patrick, on a reçu telle et telle demande, nous te faisons passer cette demande. Les personnes qui ont fait cette demande, lorsqu'elles sont justement concernées, lorsqu'elles veulent inscrire l'étudiant à l'UPEC, eh bien, vont me contacter par mail et ou par téléphone. Et donc, moi, je vais les accompagner vers la première chose à faire, c'est-à-dire prendre contact avec le service de santé universitaire, leur expliquer la procédure à mettre en œuvre pour que le handicap de leur enfant puisse être pris en compte. Et donc, je vais finalement les accompagner, clarifier, les rassurer dans cette première démarche qui est vraiment fondamentale et qui est très anxiogène pour les familles comme pour les lycéens, puisqu'ils vont arriver dans un monde inconnu qui est frais quand même, parce que autant le lycée peut être sécurisant et rassurant,
autant l'université apparaît dans toute son immensité, apparaît peut-être parfois comme un espace tentaculaire, vous voyez, avec des ramifications qui sont parfois très complexes à saisir. Et donc là, mon travail est vraiment un travail de contact, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai reçu donc, la signification de Toulouse, je n'attends pas forcément que les familles prennent contact avec moi, c'est moi qui vais aller au-devant, en général par mail, parce que c'est une communication un peu plus distancée, mais je vais le plus rapidement possible solliciter le contact direct par téléphone. Voilà, donc il faut savoir que le rôle du référent local, c'est justement d'abord, comme je vous le disais, de développer cette communication entre êtres humains, de rassurer, de dédramatiser, d'accompagner. Donc, mon numéro de téléphone personnel est donné et j'essaie de développer ce contact très proche le plus rapidement possible. Je dois dire que les familles jouent parfaitement le jeu. Ça se passe de façon vraiment très simple. Alors, bien sûr, la première communication est toujours un peu inquiétante pour les parents. En général, l'étudiant ne me contacte pas de lui-même, c'est souvent les parents qui me contactent. La première communication est un peu difficile, mais très très rapidement, on va dédramatiser. Et puis le fait de donner des informations simples, claires, précises, de guider un peu les parents dans cette jungle universitaire, eh bien souvent ça va calmer les tensions, ça va rassurer, et on va vraiment obtenir très facilement un lien quasi permanent, voilà, avec une possibilité de se contacter à n'importe quel moment. Et je dois dire que depuis 7 ans ou 8 ans que je tiens ce rôle-là, je n'ai jamais connu d'abus. Mais voilà, lorsqu'on est référent local, il faut accepter que les parents nous appellent le samedi après-midi, parce que c'est là où ils peuvent, par exemple, nous contacter. Il faut accepter qu'ils puissent nous appeler le soir. Mais c'est une disponibilité qui me semble vraiment fondamentale pour pouvoir voilà, vraiment donner un aspect humain donc à l'université. Et ces étudiants donc, en situation de handicap ont besoin de cette humanité, ont besoin presque de cette personnification, vous voyez, d'une institution, de cette institution aux multiples interlocuteurs. Voilà. Et cette multiplicité d'interlocuteurs peut en soi aussi être un obstacle parce que c'est anxiogène. Donc on a cette première démarche de demande d'accompagnement. Et puis on en a une deuxième. La deuxième, c'est les parents, vous voyez, ou l'étudiant contacte la cellule handicap de l'UPEC. Donc, vous voyez, je vous ai mis le lien pour que vous puissiez voilà, consulter la page, ne serait-ce que par curiosité, consulter la page de cette cellule handicap de l'UPEC, avec laquelle, bien évidemment, je suis en relation. Relation qui se construit, relation qui, paradoxalement, ne paraît pas évidente aux différents acteurs. Voilà. Donc, il faut que vous sachiez que ce projet se construit au sein de chaque université, demande beaucoup d'engagement dans voilà, la fluidité, le lien et le travail donc en synergie. Donc, les familles peuvent contacter la cellule handicap parce qu'elles sont allées sur la page de l'UPEC et elles ont contacté la cellule handicap. Dans ces cas-là, la cellule handicap met l'étudiant en lien avec le service de santé universitaire et c'est là où le service de santé universitaire va me contacter. Alors, parfois, c'est la cellule handicap qui me contacte en même temps que voilà, elle donne l'indication aux familles et à l'étudiant donc de se diriger vers le service de santé universitaire. Parfois, c'est le service de santé qui va me dire voilà Patrick, on a reçu tel et tel étudiant qui demande une aide parce que parfois l'étudiant ne demande pas, et puis parfois l'étudiant demande. Donc bien évidemment, on ne va pas être intrusif. Le projet Atypie Friendly ne s'impose pas aux étudiants qui sont en situation de handicap. C'est vraiment à la demande de la personne. Voilà. Et puis, à ce moment-là, moi, je vais rentrer dans le jeu, comme je viens de vous le décrire, et puis je vais proposer à l'étudiant qui m'aura contacté suite à l'information donnée par le service de santé universitaire, l'accompagnement que je viens de vous décrire, en lui, bien évidemment, décrivant tout ce que Atypie Friendly peut lui proposer, je reviendrai là-dessus, mais en lui laissant toujours, et ça, j'insiste là-dessus, en lui laissant toujours le pouvoir de décision et l'initiative. C'est-à-dire que je me mets à disposition de l'étudiant
qui a demandé cet accompagnement ATP Friendly. Mais là aussi, je prends bien garde de ne pas être intrusif, de ne pas l'envahir et de le laisser toujours maître de l'organisation de sa vie universitaire. Vraiment, c'est être au service d'eux, mais ne pas aller au devant, hein, de telle sorte qu'on sollicite tout le temps l'autonomie et la prise de décision de ce jeune adulte qui doit, et ça c'est un objectif quand même majeur, qui doit développer des capacités d'adaptation, qui doit développer donc son autonomie. Voilà, donc ces deux démarches que je résume, vous voyez, deux démarches, un seul but, le bien-être et la réussite de l'étudiante. Donc ça, c'est vraiment très important d'insister là-dessus, le bien-être de l'étudiant et donc le fait que ATP soit à son service. Alors, l'accompagnement des étudiants durant le cursus universitaire, là, c'est un peu mon rôle, vous voyez, je vais décrire, je vais aller plus avant. Donc, vous voyez, j'ai choisi cette petite représentation de différents rouages pour bien montrer que c'est un projet qui réclame vraiment une intervention systémique, c'est-à-dire que le référent local seul dans son coin ne peut rien faire. La cellule handicap seule dans son coin ne peut rien faire. Le service de santé universitaire seul dans son coin ne peut rien faire. Alors, il faut vraiment, j'insiste là-dessus, développer et initier une sorte d'acculturation au sein des universités. Et là, je peux me permettre de vous le dire parce que c'est quasiment un obstacle que l'on rencontre dans chacune des universités. Le fait que chaque service fonctionne de façon vraiment un peu isolée, un peu cloisonnée, et nous devons vraiment créer du lien entre ces différents services. Et là, nous avons vraiment parfois quelques difficultés parce qu'on doit changer les représentations du travail donc de chacun des acteurs qui chacun s'est construit une représentation, une identité professionnelle. Et nous, finalement, par notre intervention, par cette demande de fluidité, par cette demande de synergie, par cette demande de mutualisation aussi, eh bien, nous venons bousculer, vous voyez, les représentations des uns et des autres. Et là, il y a aussi un travail sur le plan symbolique, qui bien évidemment a des conséquences très concrètes, mais qui est d'abord, à mon avis, un travail sur le plan symbolique, qui est parfois un peu difficile. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même développer cette fluidité. Donc, vous voyez, moi, je vais être en lien avec ATP Friendly National. Et voilà, qu'est-ce que je peux proposer? Déjà, je peux proposer ma présence, je peux proposer mes conseils. Vous verrez aussi que je peux proposer des choses un peu plus pointues sur le plan pédagogique. Mais je peux aussi proposer ce que propose ATP Friendly au niveau national, c'est-à-dire des cafés d'échange entre étudiants, vous voyez, des cafés d'échange entre étudiants autistes, mais aussi ATP Friendly National propose, par exemple, des webinaires sur la méthodologie du travail universitaire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va aussi proposer aux étudiants des approches vraiment concernant les stratégies qu'ils doivent mettre en place en termes d'apprentissage. Vous voyez, donc il y a un accompagnement, on va dire, conatif, psycho-affectif, qui s'appuie bien évidemment sur des éléments administratifs, comme je viens de les décrire, mais il y a aussi un accompagnement méthodologique, qui concerne vraiment, de façon très pointue, le développement de compétences méthodologiques, donc des compétences d'adaptation de l'étudiant, au regard de ce qu'on va lui demander en licence, en master et en doctorat. Donc, une fois que l'étudiant a fait appel au projet, eh bien, moi, comme je vous le disais, je vais le mettre en lien avec le SSU. Et là, le SSU a un rôle très, très, très important parce que c'est lui qui va définir des préconisations concernant cet étudiant. C'est lui qui va finalement définir les aménagements donc, du parcours pour cet étudiant. Et là, c'est le service de santé universitaire qui est vraiment le seul à pouvoir décider de ces aménagements sur le plan administratif. Vous voyez, ce n'est pas le référent local ATP Friendly, ce n'est pas ATP Friendly National qui décide des aménagements
donc de la scolarité, c'est vraiment le service de santé universitaire. Donc c'est vraiment un acteur fondamental qui est incontournable. Mais pour ce faire, le service de santé universitaire, auprès duquel on va prendre rendez-vous sur Doctolib, va recevoir l'étudiant, l'étudiante et sa famille, et va donc reconstituer ou constituer ou clarifier ou compléter un dossier médical donc, qui aurait déjà été fait dans le cadre de la vie lycéenne, donc auprès de la MDPH. Donc, il va avoir besoin certainement de rencontrer des médecins, de compléter des diagnostics. Donc, tout ça, ça va être fait par le service de santé universitaire. Vous voyez, moi, mon rôle, par exemple, c'est de prévenir l'étudiant et sa famille ce dont ils vont avoir besoin avant de rencontrer le SSU. C'est-à-dire que là aussi, j'ai un rôle de lien. C'est-à-dire une fois que je leur dis il faut que tu rencontres le SSU, il faut rencontrer le SSU, je vais les informer sur les demandes du SSU afin que cette visite soit préparée, parce qu'elle peut être aussi très anxiogène, et afin que voilà, il y ait aussi là une clarification non seulement de la démarche, mais aussi du moment qui va être vécu. En sachant que et là nous ressemblons tous, lorsque nous pouvons anticiper un moment que nous allons vivre, bien évidemment, ça baisse un petit peu les tensions et l'inquiétude. Donc le SSU va lister les besoins de l'étudiant ou de l'étudiante, et là, ça va être les besoins en termes sensoriels, en termes cognitifs. Donc, ça va être un aménagement du temps de la scolarité, ça va être la possibilité de bénéficier d'un enregistrement des cours à condition que les profs l'acceptent, ça va être la possibilité parfois d'assister plutôt en distanciel qu'en présentiel si c'est proposé par la composante. Alors, vous voyez que je commence à mettre des si et des si et des si. Le fait est, c'est que tout cela va partir vers la composante, et c'est moi, justement, et c'est pour ça que j'insiste sur ces si, c'est moi qui vais devoir accompagner l'étudiant dans l'affirmation, finalement, de sa différence, et je pèse mes mots. C'est-à-dire qu'une fois que les préconisations vont partir dans les composantes, eh bien, il n'est pas certain que ces préconisations soient mises en œuvre. Voilà, parce que l'université actuelle, l'université française, est loin d'être inclusive, parce que il y a beaucoup d'intervenants dans les composantes. Comme vous le savez, un professeur peut intervenir au premier semestre et pas au second semestre, parce que l'information ne circule pas forcément au sein de l'équipe éducative, parce qu'il y a un manque de fluidité aussi, un manque d'harmonisation. Donc là, j'ai un rôle vraiment important à jouer, toujours pour rassurer l'étudiant, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai reçu moi aussi les préconisations concernant l'adaptation, les adaptations nécessaires pour la réussite de cet étudiant, je dois veiller à ce qu'elles soient mises en œuvre. Alors, bien évidemment, qu'elles soient mises en œuvre de façon raisonnable. C'est-à-dire que s'il y a des demandes qui sont irréalisables par manque de matériel, parce que les collègues sont encore loin de ces pratiques pédagogiques, sont encore loin même de la prise de conscience des besoins particuliers des étudiants, alors à ce moment-là, il va falloir aussi peut-être apprendre à renoncer, en tout cas à l'heure actuelle. Vous voyez. Mais mon travail est quand même d'aider les collègues à répondre et à mettre en œuvre ces préconisations. Alors là aussi, je n'interviens pas en amont, c'est-à-dire que on fait le point avec l'étudiant. Moi, j'ai reçu les préconisations, lui aussi, sa famille aussi. Et je dis à l'étudiant, voilà, maintenant, tu as la charge d'affirmer qui tu es, en quelque sorte. Donc, tu as la charge de vérifier qu'on te respecte, de vérifier que les professeurs vont respecter tes besoins. Et tu vas leur écrire si c'est nécessaire. Et tu vas toujours me mettre en lien, c'est-à-dire tu vas me mettre dans la boucle des... Donc, je te laisse faire. Et s'il y a problème, tu me demandes d'intervenir, tu me solliciteras, et moi, j'appuierai tes mails. Et c'est là où moi, mais avec l'autorisation de l'étudiant, ça c'est très important, c'est-à-dire je suis vraiment à son service, c'est là où si l'étudiant rencontre une difficulté, Monsieur Binisti, j'avais demandé qu'on aménage l'évaluation. Il y a le prof de langue qui veut que je fasse un exposé devant les camarades. Moi, je ne peux pas parler devant 20 personnes. Ça m'angoisse trop.
c'est pas possible parce que voilà, je suis autiste. Là, c'est quelque chose qu'on peut pas me demander. Mais le professeur ne m'a pas répondu. Le professeur ne m'a rien dit. Donc, je ne sais pas. L'évaluation, c'est dans 3 semaines. Je ne sais pas. Moi, je pourrais pas la faire. C'est une catastrophe. Et vous voyez comment l'angoisse monte. Et moi, dans ces cas-là, je demande à l'étudiant, est-ce que tu veux que je contacte monsieur un tel ou madame un tel? Oui, je veux bien. Et là, je vais appuyer son mail. Et là, je vais même appeler directement la composante et je vais même appeler directement le ou la collègue si j'ai son numéro de téléphone. Et en général, vraiment en général, mais quand je vous dis en général, au regard de mon expérience, c'est du 99%, vous voyez, ça se passe très bien. C'est-à-dire que les collègues ne sont pas forcément informés, formés ou sensibles au handicap de leurs étudiants, mais lorsqu'on appuie, c'est-à-dire lorsqu'on insiste, lorsqu'on rappelle cette situation-là, en général, ça passe très bien. Alors, vous voyez, c'est ça, c'est le paradoxe, c'est peut-être le paradoxe à la française, c'est les Jeanne qui nous diront si c'est vraiment un paradoxe ou pas, mais il y a quelque chose de… a priori, ce n'est pas pris en compte, donc les caractéristiques de la personne ne sont pas prises en compte, mais lorsqu'on insiste auprès du prof, finalement, c'est pris en compte facilement. Voilà, il y a une ignorance qui peut se disparaître, que l'on peut faire disparaître très facilement, mais cette ignorance est d'abord au début du processus. Voilà, il y a quelque chose d'assez particulier à ce niveau-là. Donc ensuite, eh bien, moi, je vais rester dans cette position que j'appelle une position aval, hein, c'est-à-dire qu'on va régler les problèmes au fur et à mesure que l'étudiant va les rencontrer. Donc, il y a des étudiants qui finalement ne rencontrent aucun problème parce que les préconisations sont appliquées correctement dans la composante. Il y a les étudiants qui vont avoir besoin de rappeler, et je crois que ça aussi, ça a été évoqué, rappeler sans cesse d'un semestre à l'autre, voire d'un prof à l'autre, qu'ils ont un handicap. Donc ça, c'est très douloureux. Vous voyez, ça a été dit, hein, ça c'est vraiment une difficulté parce qu'à chaque fois, c'est une douleur pour la personne que de se livrer, que de s'exhiber et que de se présenter toujours, comment dirais-je, de présenter toujours le handicap, de présenter sa personne au travers du handicap. Or, comme vous le savez, on ne peut pas limiter et on n'a pas à limiter un être humain à son handicap. Mais à chaque fois que je dois expliquer mon handicap à une personne, finalement, c'est ce que je mets en avant de ma personnalité. Vous voyez ? Donc, cette situation, en effet, là, est très douloureuse. C'est une situation que je rencontre et pour l'instant, au sein d'Atypie Friendly, on n'a pas trouvé vraiment de réponse pertinente. Alors, on a proposé une réponse, pour tout vous dire, c'est que au niveau national, je suis co-responsable donc de la recherche pédagogique en ce qui concerne Atypie Friendly. Donc, on organise des webinaires une fois par mois pour sensibiliser les collègues, maîtres de conf, professeurs d'université. Mais voilà, on n'a pas, c'est pas une réponse encore satisfaisante parce qu'on ne touche pas un nombre suffisant de personnes pour vraiment fluidifier les choses au niveau de l'étudiant. Voilà. Donc, moi, je reste en lien permanent, hein, comme je vous le disais, avec l'étudiant. Ça, c'est primordial. Alors, des fois, c'est l'étudiant seul. Des fois, c'est l'étudiant et sa famille. Moi, j'essaye d'être en contact avec l'étudiant. Voilà. Ça, c'est très important. Je reste, bien évidemment, je dynamise l'équipe locale. Je reste en lien avec le service de santé universitaire. Et puis, vous voyez, dans les composantes, je vais vraiment travailler avec les référents handicap administratifs, le référent handicap pédagogique. Là aussi, à l'UPEC, on a encore quelques difficultés parce que certaines personnes sont référentes, mais elles ne savent pas finalement quelle est la fonction du référent handicap. Vous voyez, donc j'ai un travail d'information et de formation en interne aussi, mais en direction également des personnels administratifs. Et bien évidemment, je reste en lien avec la famille. Voilà, donc j'ai fini mon intervention. Merci beaucoup, Patrick. Et on s'excuse parce qu'on a un petit peu débordé du temps prévu, mais en fait, c'est juste que le petit récapitulatif qu'on voulait faire en conclusion avant de passer et de répondre aux questions qui ont été posées déjà dans le chat, c'est qu'en fait, ces deux présentations montrent vraiment qu'elles soulignent l'intérêt de poursuivre cette recherche sur ces thématiques et surtout d'accompagner aussi les personnels des universités pour aller vers une véritable inclusion des étudiantes et des étudiants en situation de handicap,
comme Patrick justement a essayé de le démontrer et nous a donné un petit peu un aperçu avec le réseau ATP Friendly. Donc, merci beaucoup pour toutes ces précisions et cette présentation qui, je pense, a éclairé pas mal d'entre nous aussi sur ce qui était déjà disponible sur ces questions-là. On va prendre encore quelques minutes de votre temps pour ouvrir la discussion et en tout cas au moins répondre aux questions qui ont été posées dans le chat. Donc, pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez prendre la parole directement ou bien poser vos questions à l'écrit. On va s'accorder vraiment peut-être 5-10 minutes supplémentaires. Et je vais juste commencer par deux questions rapides qui étaient adressées notamment à Patrick pour savoir si ce projet donc de ATP Friendly pouvait être transposé aux écoles d'ingénieurs. Et la deuxième question qui est plutôt par rapport à la manière d'accéder en fait à l'aide proposée par ATP Friendly. Est-ce qu'il faut une reconnaissance de handicap pour être aidé par le réseau ou non? Quels sont les critères en fait d'aide du réseau? Très bien. Alors, à ATP Friendly, oui, les écoles peuvent signer une convention, hein, c'est-à-dire tout établissement d'enseignement peut signer une convention avec ATP Friendly. Voilà, là, au contraire, on les accueille avec le plus grand plaisir et le plus grand intérêt. Donc là, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas réservé aux universités, c'est vraiment ouvert à toutes les institutions d'enseignement supérieur et de formation. Il suffit de prendre contact avec ATP Friendly Toulouse. Et donc là, tout l'aspect juridique sera bien expliqué. Mais il faut savoir qu'il s'agit d'une convention. Voilà. En ce qui concerne donc la prise en charge, c'est-à-dire finalement comment bénéficier de ce programme. Oui, alors là, je vais vous faire une réponse officielle, et après je vais vous faire une réponse officieuse. Officiellement, oui, il faut un diagnostic. Voilà, il faut un diagnostic, voilà, parce que ATP Friendly, c'est financé par l'Agence nationale de la recherche, donc c'est un financement assez conséquent. Comme vous le savez, c'est de l'argent public, donc il ne s'agit pas de le disperser, il ne s'agit pas de l'utiliser pour d'autres cibles, entre guillemets, bien sûr, que la cible désignée au départ. Donc, officiellement, oui, il faut un diagnostic de troubles de TSA, il faut un diagnostic de dyslexie d'orthographie, ça c'est la réponse officielle. Mais officieusement, bien évidemment, lorsqu'on a un étudiant ou une étudiante qui va faire appel à nous, on ne va pas le refuser, enfin moi personnellement, parce que là ça relève de la responsabilité du référent local, moi personnellement je ne vais pas refuser mon aide. Vous voyez, je ne vais pas refuser mon aide. Par contre, je vais quand même orienter l'étudiante ou l'étudiant vers le service de santé universitaire. Voilà, ça me semble important. Alors je vais vous dire pourquoi ça me semble important. Ça me semble important parce que le diagnostic peut avoir des vertus apaisantes. Le diagnostic peut calmer les inquiétudes qu'on peut avoir sur soi et en particulier peut réduire une mauvaise estime de soi par rapport aux difficultés que l'on peut rencontrer dans les apprentissages. C'est-à-dire, je m'explique. Lorsque j'ai un trouble du spectre autistique, mais que j'ai un trouble léger, j'ai pu passer au travers de toutes les mailles des filets. Les professeurs ne s'en sont pas rendus compte, personne n'a posé le regard sur moi. Mais moi, je sais que j'ai des difficultés au niveau sensoriel. J'ai aussi des difficultés parce qu'il y a aussi non pas des difficultés, mais il y a aussi une intelligence particulière des personnes dyslexiques, des orthographiques et des personnes présentant des troubles du spectre autistique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus les voir il ne faut pas avoir une représentation déficitaire du handicap. C'est une autre intelligence, vous voyez. Donc, moi, je peux, par exemple, avoir un trouble du spectre très léger. Bon, ce n'est pas le cas, mais vous voyez, je peux avoir un trouble du spectre très, très léger. Et quand le professeur fait son cours et que son cours est fait de digressions et d'exemples, et on revient au contenu, et on repart dans les exemples, et on repart dans des digressions, et on s'arrête. Et donc, quand le discours du professeur n'est pas ordonné, moi, là, je suis complètement perdu, c'est-à-dire je ne sais plus ce qu'il faut que je comprenne et je ne sais plus organiser le savoir qu'on est en train de me transmettre. Donc, lorsque un étudiant qui n'a pas de diagnostic de dyslexie orthographique, qui aussi a des problèmes, vous voyez, de prise de notes, etc., vient me voir, moi, je l'accepte, mais en disant, est-ce que tu as un diagnostic? Non, mais je crois quand même que je suis peut-être. Et moi, je vais l'emmener vers le diagnostic pour lui dire, le peut-être, c'est douloureux. Ce serait bien que tu saches. Ce serait bien que tu saches parce que quand on sait,
eh bien, après commence un travail d'acceptation de soi, et donc d'affirmation de soi, et donc de revendication de sa différence. Voilà. Oui, cette question du diagnostic, elle est revenue aussi dans nos entretiens, justement, avec des participants et des participantes qui ont eu des diagnostics assez tardifs, notamment pendant leurs études. Et donc, c'est aussi tout un bouleversement personnel par rapport à comment on s'identifie et puis comment on apprend, en fait, à vivre avec de nouveaux repères. Mais en tout cas, généralement, ça a été bien vécu, justement, ce diagnostic, parce que ça a permis de mettre des mots sur des situations qui, pour le moment, étaient très douloureuses et sans réponse claire, en fait, de ce côté-là. Donc, c'est un parcours assez compliqué, mais qui, généralement, fait assez de bien, en fait, aux personnes qui, finalement, arrivent à avoir un diagnostic et mettre des mots sur leur situation. On a deux autres questions qui sont liées toutes les deux, donc je vais les poser aussi ensemble. C'est par rapport à la sensibilisation et la formation des enseignants et enseignantes qui ont ces étudiants en situation de handicap en cours. Et on te demande, est-ce qu'il y aurait d'autres façons de pratiquer au niveau de la pédagogie? Et l'autre question, ça serait sur est-ce qu'il y a des ressources qui sont mises en ligne sur lesquelles les enseignants et enseignantes peuvent s'appuyer si nécessaire, justement, pour peut-être améliorer ou en tout cas adapter leur manière d'enseigner et leur pédagogie. Alors, c'est une question complexe. Donc, j'ai combien de temps, Jeanne, pour répondre? Eh bien, 2 minutes. Voilà, alors, non, juste peut-être donner des pistes et puis nous, on pourra aussi par la suite, dans un email, fournir un peu plus de ressources, par exemple. Non, c'est une question fondamentale, bien évidemment, hein, je plaisante. Alors, déjà sur le site ATP Friendly, donc atp-friendly.fr, on a vraiment des ressources, hein, on vous propose des ressources, donc je vous conseille réellement, hein, d'aller voir ce site. Vous allez voir qu'on a un volet comprendre les TSA. Alors, on est en train de développer comprendre les troubles neurodéveloppementaux en général, parce qu'en fait, on a changé de nom au mois de mai, vous voyez, au mois de mai, au mois de juin, je crois. Donc, c'est très récent, hein. Voilà. Donc, pour l'instant, sur le site, vous allez voir le volet « Je découvre et je comprends l'autisme ». Et là, vraiment, l'ensemble des équipes, hein, au niveau national a fait un énorme travail en ce qui concerne comprendre l'autisme, par exemple. Voilà, ça, c'est très important. Et vous allez voir aussi que ATP Friendly, donc, a fait aussi une série de petites vidéos qui sont très bien faites et qui vont vous expliquer les différents aspects de l'autisme. Voilà, donc ça, c'est très important. Et bien évidemment, on va faire la même chose pour tout ce qui relève de la dyslexie, de l'orthographie et du TDAH. Alors, en termes pédagogiques, vous imaginez bien que même si, comme je l'ai dit, au niveau des neurosciences, on sait qu'il y a vraiment des points communs en termes de fonctionnement neurologique, donc en termes cognitifs, entre les différents troubles neurodéveloppementaux, il y a quand même des problématiques très différentes. Comme je vous ai donné un exemple d'organisation du cours, par exemple, le conseil, alors là, vous trouverez ça aussi, hein, sur le site, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, on a des préconisations concernant, par exemple, la première chose à faire quand on accueille un étudiant présentant un trouble du spectre, c'est penser à l'environnement sensoriel. L'hypersensorialité ou l'hyposensorialité, mais en général, ça va être l'hypersensorialité, peut empêcher un étudiant de percevoir, de suivre son cours. C'est-à-dire que si je suis hypersensoriel à la lumière, les néons de la salle où je suis mon TD, les néons de l'amphi peuvent littéralement scléroser mon cerveau. Vous voyez, c'est-à-dire que je vais être hypersensible à cette lumière. Et lorsque je suis dans cette situation-là, j'ai les sens qui se ferment. C'est-à-dire que si cette lumière me perturbe, je ne peux plus me concentrer sur les paroles du professeur. Vous voyez, alors la première chose à prendre en compte, c'est cet environnement vraiment matériel, lumière, température, positionnement dans la salle, qui peuvent être, auxquels les étudiants autistes peuvent être extrêmement sensibles. Donc, on va parler d'environnement sensoriel. Le deuxième aspect, c'est l'organisation du cours. C'est-à-dire que
lorsque le professeur propose un PowerPoint, par exemple, vous voyez, c'est un sujet qu'on développe, un sujet de recherche pédagogique au sein d'Atypie Friendly, lorsque le professeur qu'aujourd'hui, parce qu'on a eu les témoignages d'étudiants autistes, on sait qu'il doit être très ordonné, que l'étudiant autiste doit pouvoir savoir où en est le professeur dans la progression du cours. Il faut que les codifications en couleurs soient extrêmement rationnelles. Les étudiants autistes ne sont pas des romantiques, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les couleurs de façon insensée ou parce que ça fait joli. Si le bleu doit indiquer un titre de paragraphe, eh bien, le bleu n'aura comme fonction que d'indiquer qu'en bleu, c'est le titre d'un paragraphe. Donc, je ne pourrais pas retrouver ce même bleu pour donner, par exemple, un exemple. Vous voyez. Donc, l'organisation du PowerPoint doit réellement permettre à l'étudiant qui fait un effort de concentration largement supérieur à ses camarades, de pouvoir se repérer dans la progression du cours. Et vous voyez ce que je viens de dire pour l'étudiant présentant un trouble du spectre, eh bien, et c'est de même, c'est la même chose pour un étudiant présentant une dyslexie d'orthographie. C'est-à-dire que là, c'est des étudiants qui ont des troubles neurodéveloppementaux différents, là, se retrouvent parce qu'ils ont les mêmes besoins. Pour que mon PowerPoint soit lisible pour un étudiant dyslexique orthographique, il faut qu'il soit bien ordonné, il faut qu'il soit très clair, il faut qu'il y ait une police. Alors là, c'est la même chose, vous voyez, pour les TSA et les 10, il faut qu'il y ait une police suffisamment accessible, et il faut que ce soit espacé, donc il ne faut pas que ce soit chargé, et il faut que ce soit aussi peut-être davantage organisé en termes de représentation schématique qu'en termes de Word, c'est-à-dire et d'écriture, c'est-à-dire un PowerPoint ne peut pas être utilisé comme l'application Word, parce que là, je vais perdre mes étudiants. Donc, vous voyez, donc, pour m'arrêter là, mais pour synthétiser ce que je viens de vous dire, il y a vraiment deux aspects qu'il faut prendre en compte lorsqu'on accueille des étudiants ou des lycéens, du reste, mais bien évidemment, vous avez compris qu'à l'école primaire, c'est la même chose, c'est-à-dire la dimension environnementale et puis la dimension pédagogique. Alors, en termes d'organisation des supports, qui doivent être extrêmement rationnels, extrêmement clairs, extrêmement lisibles, vous voyez. Et puis, il y a aussi un rythme, mais ça, je ne le développerai pas ce soir avec vous. Il y a aussi un rythme dans le cours, c'est-à-dire que les étudiants présentant un trouble du spectre, comme les étudiants dyslexiques orthographiques, développent une concentration très importante, et c'est pour ça qu'on trouve des TDAH aussi chez les étudiants dyslexiques orthographiques. Vous voyez, c'est une conséquence, ce n'est pas forcément un trouble supplémentaire, ça peut être une conséquence, mais ces étudiants ont besoin d'une extrême concentration. Donc, il faut savoir aussi organiser des pauses, il faut aussi savoir gérer le rythme, vous voyez, auquel on transmet des informations nouvelles. Merci beaucoup pour ces éléments. On va terminer par une ou deux questions parce qu'on ne voudrait pas accaparer la soirée de tout le monde malgré l'intérêt du sujet. On a une question pour Patrick, mais du coup qui aussi nous intéresse directement par rapport aux doctorants et c'est un peu le sujet qu'on soulevait par rapport à leur double statut. Il y a une question par rapport à l'UPEC et notamment aux personnes donc, qui s'inscrivent en première année de doctorat. Dans cette université, donc qui n'ont pas fait leur parcours licence-master à l'UPEC. Est-ce que les processus et les interlocuteurs sont les mêmes? Et est-ce que également il y a des besoins qui sont similaires ou bien différents entre les doctorants par rapport aux étudiants de licence-master? Comment est-ce que tu as déjà pu gérer ce genre de profil? Est-ce que c'est comment ça se passe en fait avec les doctorants qu'il y a pu y avoir à l'UPEC au niveau de cet accompagnement que tu réalises? Alors, je n'ai eu qu'une seule expérience en ce qui concerne le doctorant. Voilà, les étudiants dont je vous parle sont plutôt en licence et en master, mais on retrouve, Jeanne, les pourcentages que tu as donnés. C'était vraiment, quand je les ai vus, je me suis dit, voilà, bon, il y a vraiment là, une réalité, vous avez objectivé une réalité. Donc là, moi, je n'ai qu'une seule petite expérience. Donc là, je parle avec beaucoup de modestie. Alors, les processus de demande d'intégration dans le projet, dans l'accompagnement Atypie Friendly sont les mêmes. C'est-à-dire que l'étudiant va se manifester, donc
c'est lui qui doit se manifester pour s'inscrire. En principe, s'il vient d'arriver en doctorat, il devra repasser par le SSU, bien évidemment, hein, pour toujours le même parcours. Et en effet, finalement, les besoins sont les mêmes. Hein. Les besoins vont être les mêmes, sauf que en doctorat, bien évidemment, les relations en principe sont plus fluides. En principe, je dis bien, sont plus fluides avec son directeur de recherche et avec les autres doctorants. C'est-à-dire qu'on est là quand même dans des groupes qui sont beaucoup plus restreints. Alors, le fait que le groupe, en tout cas, moi, là, je vous parle de mon expérience que j'ai eu avec cet étudiant, le groupe restreint a fait que c'était quand même moins inquiétant. Mais il y a aussi l'envers de la médaille, c'est-à-dire que le groupe restreint, pendant les séminaires, parce que là, il y avait des séminaires qui étaient organisés, demandait, par exemple, les séminaires demandaient un travail en groupe. Et là, le travail en groupe, ça a demandé mon intervention auprès de mon collègue, parce que le travail en groupe, c'était un étudiant donc, présentant un trouble du spectre, le travail en groupe pour un étudiant TSA, c'est extrêmement douloureux, c'est extrêmement complexe. Donc là, il a fallu que j'informe et que je forme un peu mon collègue pour lui expliquer que l'étudiant pouvait assister au séminaire, mais que lorsqu'il demandait un travail de groupe à 2 ou à 3, il fallait soit vraiment bien définir les rôles de chacun, c'est-à-dire le travail de chacun, mais en amont, parce que pour l'étudiant autiste, il pouvait être très difficile de négocier qui fait quoi, vous voyez, dans ce travail collectif. Et il fallait aussi peut-être autoriser l'étudiant autiste à ne pas travailler en groupe. Voilà, donc voyez, on retrouve vraiment les mêmes besoins, en fait. Hein. Mais voilà, dans un environnement, on va dire, qui a priori pouvait être moins anxiogène parce que groupe restreint, mais le groupe restreint pour une personne TSA peut aussi présenter des difficultés. L'autre difficulté, plutôt en termes cognitifs, donc cette intelligence, c'est une intelligence, j'insiste, hein, une intelligence donc de l'étudiant, c'était lorsque le collègue demandait donc un travail, il y avait des échéances, et il est très difficile, donc ça c'est une caractéristique de l'autisme, il est très difficile de planifier, de se repérer dans le temps lorsque le professeur demande un travail à rendre dans 2 mois, l'avancement des travaux, par exemple, on se retrouve et on fera le point sur l'avancement de vos travaux et de vos recherches. Un étudiant autiste à qui on dit ça, par exemple, aujourd'hui, 12 octobre, eh bien, on se retrouve dans 1 mois pour savoir où vous en êtes. L'étudiant autiste peut se mettre à travailler ce soir, toute la nuit, et puis se mettre à travailler tous les jours jusqu'au 12 novembre, parce que le prof a dit qu'on se retrouvait dans 1 mois. Vous voyez, donc, il faut aussi là, informer les collègues, mais aussi faire attention, c'est-à-dire là, vraiment prendre soin de la santé et donc vraiment accompagner l'étudiant dans la méthodologie pour lui apprendre à planifier, c'est-à-dire qu'il ne croit pas qu'il doit travailler tous les jours jusqu'au 12 novembre pour le prochain rendez-vous. Vous voyez, donc il y a ces aspects-là qu'il faut prendre en compte aussi. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. On va clôturer les questions ici. Donc, je suis désolée pour les questions qui restent et sur les dernières remarques, juste un petit commentaire sur le fait que toutes les universités ne soient pas forcément dotées des compétences de prise en charge des étudiants et étudiantes en situation de handicap. C'est justement aussi ce qu'on a voulu souligner dans la recherche qu'on a faite, c'est-à-dire le parcours du combattant que ça peut être pour identifier le bon interlocuteur. Là, on parle vraiment du bon interlocuteur. Ça peut prendre plusieurs étapes. Et comme le disait Patrick aussi, tout ça, c'est vraiment un parcours du combattant pour certains étudiants. Et ce qui fait que, évidemment, certains, en fait, arrêtent avant de trouver cette bonne personne-là. Et ça, c'est aussi tout l'enjeu de la deuxième phase de ce projet de recherche qu'on aimerait mener avec Jeanne, justement pour essayer de comprendre un peu mieux ces disparités au niveau des universités et au niveau des différentes organisations qui existent, parce que la recherche qu'on a menée et la présentation de Patrick aussi nous confirme le fait que cette organisation institutionnelle peut poser problème et en tout cas mérite d'être clarifiée. Donc, votre participation. Désolée de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions, mais on a largement débordé le temps et en tout cas, on vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et à ceux qui regarderont également le replay. On vous enverra l'enregistrement par mail dans les prochains jours. Merci aussi à Patrick donc pour ton intervention, pour avoir accepté notre invitation. On affiche à l'écran les différents moyens de contact.
Donc, nos mails que vous retrouverez aussi dans la présentation qu'on vous a fait parvenir et qui sera à nouveau envoyée par email. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez poursuivre la discussion ou si vous souhaitez également mettre en place certains programmes ou si, pourquoi pas, vous souhaitez que votre université participe à notre prochaine phase de recherche. Merci également aux organisateurs, organisatrices de la semaine de l'entreprise inclusive et responsable dans le contexte dans lequel, en fait, on a pu organiser ce webinaire et qui nous permet d'avoir une semaine assez riche pour discuter de ces thématiques d'inclusion, de diversité et plus particulièrement aujourd'hui sur le handicap. Merci à toutes et à tous et on vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.